littérature du XXe siècle, et la vie en soi, avec bien sûr ces épisodes bizarres, ces imprévus, ces absurdités. Comprendre cela, sans doute, a été un grand point d'arrivée par rapport à toute conception philosophique qui prêchait un but dans l'histoire, un mouvement qui professait l'éternelle confiance dans les progrès, entendu comme une sorte d'accumulation d'événements et des vies des hommes. Quand Rémi m'a proposé de participer, tout de suite mes pensées sont allées dans le sens d'une proposition du travail de Luigi Pirandello, écrivain italien et sicilien, qui dès son naissance déclare avoir été fils du chaos. Donc pourquoi Pirandello? Vu que ce soir on est absurde, on commence de la fin. Pirandello, en fait, il a reçu le prix Nobel pour la littérature, justement, en 1934, pour son travail de renouvellement du théâtre, tant au niveau de la structure qu'au niveau des contenus. Pirandello dépasse désormais l'aventure du théâtre du XIXe siècle, où chaque personnage a une histoire bien définie, un rôle bien défini à jouer. Pirandello met en scène des personnages sans personnalité, sans histoire, des personnages qui cherchent quelqu'un qui puisse leur écrire l'histoire, qui puisse les faire parler. Pirandello, qui était un attentif lecteur, il avait fait des études en Allemagne, donc il connaissait très bien l'œuvre de Nietzsche, et en fait un des premiers écrivains, et il faut situer son œuvre au début du XXe siècle, à mettre en crise l'homme fort, ressortissant de l'époque coloniale, qui avait connu l'enfer de la Première Guerre mondiale. En fait, la première comédie de Pirandello date de 1917. Et donc, Pirandello met en scène toute la fragilité et les faiblesses de l'homme contemporain. Avec son œuvre, Pirandello nous dévoile l'homme tel qu'il est, c'est-à-dire un rien, une personne, dans ce double sens. Quelqu'un qui joue le rôle de la vie en portant un masque pour se donner un rôle, pour être quelqu'un dans la société. Pirandello déclare que l'homme est, en reprenant une de ses œuvres les plus connues, âme, syntomie et personne. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il est pour une autre personne, par exemple. Il est mari pour sa femme, un papa pour ses fils, pour son fils. Et en même temps, il est 100 000 personnes pour les autres. Il est les gentils voisins, dans mon cas, je suis le méchant prof pour mes élèves. Mais moi, qui suis-je pour moi? Je suis tout cela à la fois, et au final, je suis personne. Et même le langage, c'est Pirandello, un des premiers qui découvre ça. La parole, qui normalement on utilise dans la communication, et qui devrait communiquer mon être et aussi mon mal-être aux autres, s'avère être insuffisant pour communiquer ce que je suis. Le langage, dit Pirandello, est un outil insuffisant pour se comprendre. Il dit qu'il n'arrivera jamais à se comprendre. Et cette idée, cette découverte, c'est la partager et pousser plus loin, notamment par Beckett et Ionesco dans le théâtre de l'absurde. Donc du coup, quoi faire? Pirandello nous donne deux choix. On pourrait mentir, c'est-à-dire je peux jouer le rôle du bon père de famille, je peux jouer le rôle de la femme vertueuse, je peux accepter mon masque, je peux accepter mes 100 000 façons d'être, je peux m'adapter, je peux jouer mon rôle sur la scène de la vie. Sinon, c'est la deuxième possibilité que nous donne Pirandello, je pourrais me révolter, parler clairement, c'est-à-dire que je peux dire que la vie n'est qu'un jeu de masques, la vie est absurde. Et en disant cela, moi aussi, je serai absurde. Je ne porterai plus de masque plus ou moins confortable. Je porterai le masque de la folie. Et le fou est un personnage central dans l'œuvre de Pirandello. Le fou, comme pour les Grecs, était l'émissaire de la vérité. Donc, si la vie est absurde, si c'est un jeu, même les valeurs qui vont avec le sont. Tout est relatif, et notamment la valeur suprême, c'est-à-dire la vérité. Si la vie n'est qu'un jeu, la vérité n'existe pas. Elle n'est qu'un point de vue, en question de goût. Comme Pirandello le dira, chacun sa vérité. Et on essaiera de garder ces idées clés, c'est-à-dire que pour Pirandello, la vie est absurde, la vérité n'existe pas, et je n'existe pas, c'est-à-dire que je vis tout et rien à la fois. Et je vous proposerai des extraits, notamment tirés par une comédie qui s'appelle Henri IV, parue en 1921. Si vous connaissez un peu les Caligula de Camus, exactement, je ne dis pas qu'il a fait plagiat, mais il y a quand même pas mal de points en commun. Et Camus, il adorait Pirandello.
Donc là, je vais vous proposer les premiers extraits qui parlent un peu du rôle que tout le monde doit jouer dans la vie, face à l'inattendu, face à de nouvelles situations. Mais on aurait pu me dire qu'il s'agissait d'Henri IV d'Allemagne et non pas d'Henri IV de France. Dans les 15 jours que m'ont donné pour ma préparation, j'ai peut-être lu 100 bouquins. Mais pardon, ne savais-tu pas que c'est Paul Tito représenté ici, Adalbert de Brême? Qu'est-ce que tu me chantes avec ton Adalbert? Je ne savais rien du tout. Écoute, voici comment les choses se sont passées. Après la mort de Tito, le petit marquis de Neuilly, précisément, c'est la faute du marquis. C'était à lui de me prévenir. Mais il te croyait sans doute au courant. Eh bien voici, il ne voulait pas remplacer Tito. Nous restions 3. Le marquis trouvait que c'était suffisant. Mais lui, il a commencé à crier. Adalbert a été chassé. C'est pauvre Tito, comprends-tu? Il ne le croyait pas mort. Il s'imaginait que les évêques des Cologne et des Mayence, les rivaux de l'évêque Adalbert, l'avaient chassé de sa cour. Je ne sais pas les premiers mots de toute cette histoire. Moi. Eh bien alors, mon pauvre, te voilà, frère. Les malheurs, c'est que nous ne savons pas nous-mêmes qui tu es. Vous ne savez pas quel rôle je dois jouer? Oui, le rôle de Berthold. Mais Berthold, c'est qui? Pourquoi Berthold? Est-ce qu'on sait? Il s'est mis à crier. Ils m'ont chassé à Adalbert, alors qu'ils m'ont emmené Berthold. Je veux Berthold. Nous nous sommes regardés tous les 3 dans les yeux. Qui diable était ce Berthold? Voilà, mon cher, comment tu as été transformé en Berthold. Tu vas jouer ce rôle à ravir. Mais je ne le jouerai pas. Merci beaucoup. Je m'en vais. Allons, calme-toi. Calme-toi. Tu ne serais pas le Berthold stupide de la fable. Tranquillise-toi. Nous ne savons pas plus que toi qui nous sommes. Voici, Harold. Voici Orpheus. Moi, je suis Landorf. Il nous a donné ce nom. Nous les avons pris l'habitude, mais qui sommes-nous, nous? Ce sont des noms de l'époque. Berthold doit être aussi un homme de l'époque. Seul l'époque Tito jouait un rôle vraiment historique. Celui de l'évêque de Brême. Et on aurait dit, pour de bon un évêque, il était magnifique, ce pauvre Tito. Dame, il avait pu étudier son rôle dans le livre. Il donnait des ordres à tout le monde, même à ses majestés. Il tranchait de tout. Il s'érigit en mentor et en grand conseiller. Nous sommes aussi des conseillers secrets, mais c'est pour fort nombre. L'histoire dit qu'Henri IV était détesté par la haute aristocratie, parce qu'il s'était entouré des gens de la petite noblesse. La petite noblesse, c'est nous. Oui, nous sommes les petits vassaux du roi, dévoués un peu dissolus, nous tenterons surtout. Il faudrait aussi que je sois nous tenterons. Mais oui, comme nous. Et je te préviens que ce n'est pas facile. Mais quel dommage, tu vois. Le cadre est parfait. Nous pourrions, avec ces costumes, figurer dans un de ces drames historiques qui ont tant de succès aujourd'hui, au théâtre. Et ce n'est pas la matière qui fait défaut. L'histoire d'Henri IV ne contient pas une tragédie. Elle en contient 10. Nous 4, de ces 2 malheureux-là, quand ils se tiennent immeubles au pied du tronc, raides comme des piquets, nous sommes comme des personnages qui n'ont pas rencontré un auteur, comme des acteurs à qui on ne donne pas des pièces à représenter. Comment dire? La forme existe, c'est le contenu qui manque. Ah, nous sommes beaucoup moins favorisés que les véritables conseillers d'Henri IV. Eux, personne ne leur donnait de rôle à jouer. Ils ignoraient même qu'il avait un rôle à jouer. Ils les jouaient au naturel, sans le savoir. Pour eux, ce n'était pas un rôle, c'était la vie, leur vie. Ils faisaient leur affaire aux dépenses d'autrui. Ils vendaient les investitures, touchaient les pots de vin, toute la lyre. Tandis que nous voilà habillés comme il était dans cet admirable cadre impérial. Pour faire quoi? Rien du tout. Nous sommes pareils à 6 marionnettes, accrochées au mur, qui attendent un montreur qui se saisira d'elles, les mettra en mouvement et leur fera prononcer quelques phrases. Et non, mon cher, pardon, il ne faut pas répondre dans le temps. S'il te parle et qu'il ne soit pas prêt de répondre, comme il veut, t'es perdu. Eh oui, c'est vrai. Précisément, comment pourrais-je lui répondre dans le temps, moi, qui me suis préparé pour un Henri IV de France, et moi qui me trouve à présent en face d'Henri IV d'Allemagne? Théâtre et littérature de l'absurde. C'est un tout petit
aperçu qu'on vous donnera ce soir. C'est surtout, l'idée était de vous faire entendre un peu les mots et la langue de ces deux auteurs, dont vous me demanderez peut-être quel est le rapport qui peut exister entre eux, et je vous répondrai qu'on n'en a pas vraiment cherché de particulier. Si ce n'est que Pirandello, une trentaine d'années avant Beckett et les autres auteurs de ces années 50, du théâtre de l'absurde, je parle de Lescaut, Adamov, mais aussi Harold Günther, ont partagé cette idée que Pirandello a dégagée et que les auteurs des années 50 ont expérimenté jusqu'au bout, cette idée que il y avait dans l'existence et la condition humaine une absurdité qui influait sur nos vies et sur la façon dont on percevait ce monde. Bon, c'est quand même juste après la Guerre mondiale, Pirandello avait connu la première, après la deuxième. Mais vous savez qu'après la Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelait un désenchantement de l'existence. À côté du théâtre, il y avait aussi le nouveau roman avec Marguerite Duras, et la philosophie, naturellement, Camus, Sartre. Voilà. Donc des traits communs, il y en a quand même. Le pessimisme constant, voilà, par rapport aux habits sociaux qu'on peut revêtir pour Pirandello, par rapport au vide de l'existence pour Beckett, une insuffisance chronique du langage à rendre compte de soi-même et de la vérité, et aussi une volonté, ça c'est purement théâtral, une volonté de se débarrasser, et même de déconstruire les conventions théâtrales du théâtre occidental bourgeois, et qu'on les connaissait encore alors. Précisément en ce qui concerne Samuel Beckett, puisque je vais vous servir quelques petits extraits, lui, il s'est attaqué donc, à déconstruire la structure dramatique traditionnelle. On ne retrouve plus rien de ce qui faisait le théâtre traditionnel hérité d'Aristote, en ce qui concerne l'intrigue, l'action du personnage, la subjectivité des caractères. Et cela débouche sur une désagrégation de la langue, même du langage, des mots qu'il utilise dans son propre théâtre. Son théâtre s'aventure dans une étude et des expérimentations sur la façon de parler, le dire, et les effets sur le langage. Au niveau de l'action, alors là, c'est très simple, c'est un immobilisme quasiment complet. On a parlé de tragique, de la lenteur et de l'immobilisme, parce qu'on se traîne dans le théâtre de Beckett. On se traîne. En attendant Godot, la première phrase, c'est rien à faire. Et encore, dans Godot, il y a peu d'action. Hein. Il y a le duo entre Pozzo et Mocky. Mais après, en attendant Godot, les personnages se figent complètement. Je ne vais pas parler de Beau et Beaujour. Vous voyez, cette vieille femme, Winnie, qui est enterrée jusqu'au cou et qui, pendant tout le spectacle, garde toute sa coquetterie, son entrain. Voilà, donc cette action s'immobilise, les situations sont épurées jusqu'à l'extrême, on se retrouve sur des routes, on se retrouve sur des terrains vagues. En attendant Godot, c'est une route avec un arbre sans feuilles. Et tout cela débouche sur une forme tragique finalement du théâtre que l'on n'avait plus connu quasiment depuis le théâtre classique français, Racine. Mais ce n'est plus un théâtre de l'action, du contenu de la pièce, mais un tragique par essence, c'est-à-dire c'est la condition telle que nous sommes qui est présentée, qui rend la perception du théâtre de Beckett tragique.
Pour autant, ce n'est pas un théâtre complètement sombre, celui de Beckett, parce que cette situation, ce langage et ces personnages créent une distanciation ironique qui fait que ce théâtre est comique. On rit beaucoup chez Beckett. Je vous rappelle la phrase qui est en fin de partie. Rien n'est plus comique que le malheur. C'est ce qu'il dit. Fin de partie, justement, est une pièce cruelle, dure, violente même, qui met en place deux personnages qui jouent chacun la souris et dont on s'aperçoit finalement qu'ils sont très connus. Dans Godot, les figures clownesques des situations et des personnages apparaissent pas. Dans, je parlais de Haut et de Jour, Winnie, enterré jusqu'au cou, dans une situation catastrophique, je veux dire, une situation assez hallucinante, conserve toute son urbanité, elle est très coquette. Donc ce comique-là est toujours présent dans le théâtre de Beckett. Et enfin la langue, puisque j'en finis par là, et pour rejoindre mon lecteur, mon compagnon lecteur, Marco, cette langue de Beckett qui est réduite à peau de chagrin, on a parlé de délabrement du langage chez Beckett. C'est un théâtre qui nous montre des personnages dans l'impossibilité de communiquer. Là je rejoins ce que disait Marco au sujet du théâtre de Pirandello. Donc impossibilité de communiquer, de développer des idées de façon cohérente, de rentrer en complicité avec quelqu'un, même parfois même de s'affronter vraiment avec quelqu'un. On est dans une impossibilité constante dans ce théâtre. Je vous rappelle, vous êtes sur Terre, c'est sans remède, nous dit Hamlet. Voilà, en quelques mots, ce que Beckett a inventé dans son théâtre. De nouvelles formes de subjectivité qui se sont débarrassées de tous les attributs du théâtre ancien, la psychologie, la description des personnages, l'origine, etc. Et où la langue ne construit plus rien. Elle ne construit pas le sujet, ne construit pas le personnage, elle ne construit pas l'histoire. Et finalement, on se demande même si elle construit un sens. Beckett disait souvent, il n'a pas dit grand-chose sur son théâtre, mais il disait souvent que rien, finalement, c'était le terme qui caractérisait mieux son œuvre. Qui se dégage normalement de ces textes à l'audition comme à la lecture, autre chose que ce qui est écrit ou représenté, ça vous me direz. Et donc voilà, vous avez peut-être expérimenté maintenant à l'écoute de quelques extraits dont je veux dire que je les ai choisis de manière purement arbitraire, sans souci de cohérence, de sens, d'origine, d'histoire. Solo, un texte un des derniers textes de Beckett qu'il a écrit pour son acteur fétiche, mais un acteur qu'il aimait beaucoup, qui était David Warlock. Et comme son nom l'indique, c'est un monologue, un long monologue. Sa naissance fut sa perte. Rectus de Maccabée, au Moïse et au berceau, au sein, premier fiasco, lors des premiers pas de maman à nous et retour, ces voyages. Carib Scylla déjà, ainsi de suite. Rectus à jamais, de funérailles en funérailles, jusqu'à maintenant. Cette nuit, 2,5 millions de secondes, l'anachronicité. Funérailles de, il allait dire, d'être cher.
30 000 nuits. C'est la croix. Né au plus noir de la nuit. Soleil depuis longtemps couché derrière les mélèzes, leur jeune aiguille verdissante. Dans la chambre noire qui gagne, jusqu'à la lueur du lampadaire, mèche baissée. Et maintenant, cette nuit, levée à la nuit, chaque nuit, faible lumière dans la chambre, tout mystère. Nul de la fenêtre. Non, pas nul. Ça n'existe pas, nul. Va à tâtons à la fenêtre et fixe le dehors. Noire vastitude où rien ne bouge. Recule enfin à tâtons jusqu'à l'invisible lampe. Poignée d'allumettes dans sa poche droite. En frotte une sur sa fesse, comme son père levé l'a pris. Enlève le globe blanchâtre et le dépose. L'allumette s'éteint. En frotte une deuxième de même. Enlève le verre enfumé et le garde dans la main gauche. L'allumette s'éteint. En frotte une troisième et la met à la mèche. Remet le verre. L'allumette s'éteint. Remet le globe, baisse la mèche, s'écarte jusqu'à l'orée de la lumière et se tourne face au mur. Ainsi chaque nuit, debout. Fenêtre, lampe, s'écarte jusqu'à l'orée de la lumière et se tourne face au mur. Nu, couvert d'images jadis, images de, il allait dire, d'être cher, sans cadre, sans verre, fixé au mur avec des punaises, format et dimensions divers, décrochées l'une après l'autre, en allée, déchirés, menus et jetés, éparpillés aux quatre coins, une à une, arrachés au mur, une à une, et déchirés, menus, tout au long des années. Années de nuit. Plus rien au mur. Plus de punaises. Pas toutes. D'aucunes arrachées avec, d'autres fixant un lambeau, toujours. Debout donc face au mur, mourant de l'avant. Ni plus, ni moins. Non, moins. Moins à mourir. Toujours moins. Tel le jour, le soir venu, debout donc face au mur, surface blanche dans l'ombre, blanche jadis, grêlée de piqûres d'épingles, jadis à chaque vide un visage, là, son père, marque grisâtre, là, sa mère, et là, tous les deux, souriants. Jour de noces. Là, tous les trois. Cette tache grisâtre. Et là, tout seul,
lui, tout seul, plus maintenant, oublié, en allée, arraché et déchiré menu, expédié sous le lit à coups de balai et abandonné 1000 menus morceaux sous le lit avec la poussière et les araignées. Tous les... Il allait dire les êtres chers. Debout, donc, face au mur, il fixe l'au-delà. Rien là qui bouge non plus. Rien qui bouge nulle part. Rien à voir nulle part. Rien à entendre nulle part. Chambre pleine de sons, jadis, de menus sons, de mystères, de plus en plus menus au fil des ans, au fil des nuits, plus nuls. Non, pas nul. Ça n'existe pas, nul. Encore la pluie, certaines nuits de fouet contre la vitre, ou en chute douce sur l'ici-bas, lampe qui fume malgré la mèche baissée, tache au plafond bas, sombre salissure sur la surface blanche, blanche, jadis. Debout donc face au mur, à la situation des motions susdites, à savoir lever à la nuit et à tâtons jusqu'à la fenêtre, faible lumière dans la fenêtre, faible lumière dans la chambre, indiciblement faible. Alors, dans cette deuxième partie, il y a Henri IV, c'est le protagoniste de la comédie, qui est notamment, tout le monde pense qu'il soit fou. Après, on va voir à la fin qu'il n'est pas fou. Donc là, il a rencontré une dame qui a coloré ses cheveux pour apparaître un peu plus jeune, de par son âge. Quand nous refusons de nous résigner, les vérités apparaissent. Une femme qui veut naître un homme, un vieillard qui veut être un jeune. Vérité, chimère ridicule, c'est certain. Mais réfléchissez, toutes nos autres vérités ne sont pas moins ridicules, même quand elles ne débordent pas les limites du possible humain. Nul mensonge pourtant, nulle fiction de notre part. Nous sommes, de bonne foi, immobilisés dans une autre idée de nous-mêmes. Vous, par exemple, vous êtes là, vous ne bougez plus. Vous vous agrippez à deux mains, à votre sang vêtement, et vous ne prenez pas garde qu'elle glisse de vos manches, qu'elle coule de vos manches quelque chose, comme un serpent. C'est la vie. Quelle surprise quand soudain, vous apercevez là, dressée devant vous, cette vie qui est échappée de vous-même. Quelle colère, quelle rage contre vous-même, ou bien quel remords. Oui, quel remords. Si vous saviez, j'ai trouvé devant moi tant de remords, avec un visage qui était le mien, mais si affreux que je ne pouvais le regarder en face. Cela ne vous est-il jamais arrivé, madame? Vous rappelez-vous vraiment avoir toujours été la même? Un jour pourtant, Dieu, comment avez-vous pu faire cela? Oui, c'est là, vous savez quoi? Nous nous comprenons. Soyez tranquille, je ne le dirai à personne. Et vous, Pierre Damien, vous, l'ami de cet homme, je ne prononcerai pas son nom. Je sais qu'il est supportable. Quelle opinion avez-vous de lui? Il n'est pas moins vrai que nous nous obstinons tous dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Tout quand, en vieillissant, nous teignons nos cheveux. Peu importe que la teinture de mes cheveux ne puisse pas être pour vous une réalité.
si du moins pour moi, elle est un tout petit peu réelle. Vous, madame, vous n'éteignez certainement pas vos cheveux pour tromper les autres, ni vous-même, mais simplement pour tromper un peu, un tout petit peu, votre image au miroir. Moi, je m'éteins pour rire. Vous vous teniez pour devant, mais vous avez beau le faire sérieusement. Vous n'êtes pas moins masqué, vous aussi, madame. Je ne parle pas de la vénérable couronne qui scène votre front. Je m'incline devant elle. Je ne parle pas de votre manteau ducal. Je parle uniquement du souvenir de vos cheveux blancs, que vous avez voulu fixer sur vous artificiellement, parce que vous vous complaisiez autrefois à être blonde. Ou bien du souvenir de vos cheveux bruns, si vous étiez brune. Ces souvenirs, vous les fixez sur vous comme un masque, pour retenir l'image de votre jeunesse qui a fui. Pour vous, Pierre Damien, c'est le contraire. Les souvenirs de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, renaît aujourd'hui avec la figure des réalités passées. Et vous avez l'impression, n'est-il pas, d'un cauchemar. Et pour moi aussi, c'est comme un rêve. Tant de réalités inexplicables. À bien le réponser. Pourquoi, Majesté, vous obstinez-vous à croire que c'est Pierre Damien? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Pierre Damien. Mais non, ce n'est qu'un pauvre petit moine, Majesté. Malheur à qui ne sait pas porter son masque, que ce soit le masque d'un roi ou d'un pape. Tu n'as jamais eu envie de tuer un enfant? Couper court à un fiasco en fleurs? Deux fois la nuit, hiver, sur cette route noire, j'ai failli tomber sur le gosse. Pauvre Jerry. Qu'est-ce qui me retenait alors? Ah, la crainte des hommes. Et si on continuait à reculons? À reculons. Oui, pour toi droit devant toi, et moi à reculons. Le couple idéal, comme les damnés de Dante, la tête vissée à l'envers. De larmes courant sur nos faces. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tu n'es pas bien? Bien. Est-ce que j'ai jamais été bien? Le jour où tu as fait ma connaissance, j'aurais dû être au lit. Le jour où tu m'as demandé en mariage, les médecins me condamnaient. Tu le savais, n'est-ce pas? Et la nuit où tu m'as épousé, on m'emportait sur une civière. Ça, tu ne l'as pas oublié, je pense. Ah non, on ne peut pas dire que je sois bien. Et je ne suis pas plus mal. Je suis même plutôt mieux. La perte de mes yeux m'a donné un coup de fouet. Si je pouvais être sourd et muet, je serais fichu de me traîner jusqu'à mes 100 ans. Où est cette chose faite? Ai-je 100 ans aujourd'hui? Ai-je 100 ans, Rémi? Là, c'est toujours Enrica. Si vous saviez ma peur la nuit, quand je vois apparaître en dessort toutes ces images, qui rient, qui tombent de cheval. Parfois, le son qui bat dans mes artères me terrifie, comme dans le silence de la nuit. Un bruit assourdi, des pas dans des chambres lointaines. Mais c'est assez, je vous ai trop retenu. Je vous salue, madame, monsieur, mes respects.
Les bouffons, les bouffons, les bouffons. C'était un clavier de couleurs. Je n'avais qu'à l'effleurer. Elle devenait blanche, rouge, jaune, verte. Et cet autre, Pierre Damien, c'était parfait, je l'ai écrasé. Il n'a pas osé reparaître devant moi. Mais regardez donc cet imbécile qui me regarde la bouche ouverte. Tu ne comprends donc pas? Tu ne vois donc pas comment je les traite, comment je les désarticule, comment je les oblige à paraître devant moi, ces pantins de vie morte d'épouvante. Ce qui les terrifie, c'est uniquement ceci, que je leur arrache leur masque et que je m'aperçois de leur déguisement, comme si ce n'était pas moi qui les avais contraints à se déguiser, pour le plaisir que j'ai à faire le fou. Comment que dit-il? Mais alors? Oui, je suis excédé, j'en ai assez. Finissons-en. Quelle impudence! S'est présenté devant moi aujourd'hui avec son amant auprès d'elle. Et il s'est donné des airs de pitié. Il semblait vouloir épargner la colère à un pauvre homme, déjà hors du monde, hors du temps, hors de la vie. Un fou. Oui, un peu de pitié pour un pauvre fou. S'il n'était pas fou, cet homme n'aurait pas toléré d'être aussi tyrannisé. Ils prétendaient bien, eux, tous les jours, à toutes les minutes, que les autres soient comme ils voulaient. Ils ne considéraient pas cela comme de la tyrannie. Oh non, pas le moins du monde. C'est leur façon de penser, leur façon de voir, leur façon de sentir. Chacun la sienne. Vous avez aussi la vôtre, certainement. Mais je voudrais bien savoir quelle est peut-être cette bête des troupeaux, misérable, changeante, incertaine. Et eux, ils en profitent. Ils vous font subir et accepter leur façon de voir. Ils donnent l'illusion, car enfin, que parvient-il à imposer? Des mots que chacun comprend et répète à sa façon. C'est pourtant aussi que se forme ce qu'on appelle l'opinion courante. Ah, malheur à celui qui, un beau jour, se trouve marqué dans ces mots que chacun répète. Les mots fous, par exemple. Ou encore, que suis-je, le mot imbécile. Mais dites-moi, peut-on rester calme à l'idée que quelqu'un s'acharne à persuader aux autres que vous êtes tel qu'il vous voit, lui, à vous graver dans l'esprit des autres, conforme au jugement qu'il porte sur vous? Un fou, un fou. Je ne parle pas d'aujourd'hui, où j'ai fait semblant de l'être, mais avant ma chute de cheval, avant ce choc sur ma tête. Vous vous regardez dans les yeux. Quelle révélation, n'est-ce pas? Les je suis, je ne le suis-je pas. Et oui, je suis fou. Mais alors, par Dieu, à genoux, je vous l'ordonne, tous à genoux devant moi, comme cela, et touchez 3 fois la terre de front. Allons, devant les fous, tout le monde doit être à genoux. Allons, bêtes et troupeaux, révélez-vous. Vous m'avez obéi, alors que vous pouviez me passer la commission de force, écraser quelqu'un sous les pieds d'un mot. Cela se fait comme rien, comme on écraserait une mouche. Toute la vie est écrasée sous les poids des mots, les poids des morts. Regardez-moi, pouvez-vous croire sérieusement qu'Henri IV vit encore? Et pourtant, je vous parle et je vous commande. À vous, vous êtes vivants. C'est moi qui vous veux aussi. Cela vous semble une plaisanterie, que le monde continue à dominer la vie. Ici, oui, c'est une plaisanterie. Mais sortez d'ici, allez dans le monde des vivants. Le jour paraît, le temps s'étale devant vous. C'est l'aube. Ce jour qui naît, vous dites-vous, nous allons le créer nous-mêmes. Ah oui, vous-même, et toutes les traditions, et toutes les habitudes. Vous vous mettez à parler, c'est pour répéter toutes les phrases qui toujours se sont dites. Vous croyez vivre, vous remâchez la vie de moi. Tu ne comprends rien à tout cela. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment tu t'appelles toi? Berthold. Imbécile! Nous sommes ici entre nous. Comment t'appelles-tu? Vraiment, je m'appelle Finot. Finot? Finot Paliuca. Oui, monsieur. Vous, je sais vos noms. Je vous ai tant de fois entendu vous appeler. Toi, tu t'appelles Lolo. Oui, monsieur. Et alors? Quoi donc? Tu disais. Oui, tu disais. Alors, il est peu fou? Mais non, ne le voyez-vous pas? Nous nous amusons aux dépenses de ceux que nous croyons fous. Je sais que tu t'appelles Franco. Et toi, attends un peu. Momo. Oui, Momo. Eh bien, qu'en pensez-vous? Alors, mon Dieu. Non, rien n'a changé. Rien à gorge déployée. Mais entre nous, il est guéri. Il est possible. Chut, chut. Tu ne ris pas? Tu es encore à foncer? Il ne faut pas. Je ne parlerai pas pour toi. Tu sais, c'est tout le monde, comprends-tu? C'est tout le monde qui a intérêt à faire croire que certains hommes sont fous, afin de pouvoir sans remords les enfermer.
Et c'est toi pourquoi? C'est parce que quand ces hommes se mettent à parler, ils cassent tout. Les conventions volent en éclats. Moi, par exemple, qui suis un de ces hommes, que vais-je dire de ces gens qui viennent de s'en aller? Que la femme est un putain, son compagnon un salaud, et que le troisième est un imposteur. Personne ne croira que c'est vrai, et on décide que je suis fou. Mais tout le monde m'écoute pourtant avec épouvante. Je voudrais bien savoir pourquoi cette épouvante, puisque ce que je dis n'est pas vrai. On ne peut pas croire que je raconte ce que racontent les fous. Et cependant, regardez-les tous qui m'écoutent les yeux élargis d'épouvante. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Dis-le-toi, dis-le-moi. Tu vois, je suis calme. Parce que c'est vrai. Non, mon cher. Non, mon cher. Regarde-moi bien dans les yeux. Je ne dis pas que ce soit vrai. Sois tranquille. Rien n'est vrai. Mais regarde-moi dans les yeux. Pourquoi écoutons le fou avec épouvante? Mais regarde-moi dans les yeux. Oui, monsieur. Tout va bien, toi aussi. Tes yeux sont remplis d'épouvante. Parce que de nouveau, tu me crois fou. Et les fous, on les écoute toujours avec terreur. Voilà la preuve. Quelle preuve? Que les fous terrifient. En ce moment, vous me croyez fou de nouveau. Et vous m'écoutez avec épouvante. Et pourtant, il y a longtemps que vous étiez habitué à ma folie. Vous avez cru que j'étais fou. Et c'est vrai ou pas? Alors pourquoi cette épouvante? Vous voyez bien. Vous sentez que ces désarroi peut aller jusqu'à la terreur, jusqu'à la sensation que la terre vous manque sous les pieds et qu'on n'a plus d'air à respirer. Mais pourquoi? Mais parce que, mes chers amis, se trouver devant un fou, savez-vous bien que cela signifie? Cela veut dire se trouver devant quelqu'un qui ébranle jusque dans l'heure assis toutes les choses que nous avons construites en nous, autour de nous, la logique de toutes nos contradictions. Il n'y a rien à y faire. Les fous construits sont logiques. Et comme ils sont heureux, ou bien avec une logique légère, comme une plume. Quelle mobilité! Aujourd'hui d'une façon, demain d'une autre. Qui sait comment? Vous employez toute votre force à vous faire fixer, et eux, ils s'abandonnent. Quelle mobilité! Vous dites, cela ne peut pas être. Pour eux, tout peut être, peut-être. Vous dites, cette chose n'est pas vraie. Mais pourquoi? Parce qu'elles ne sont vraies ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à 100 000 d'autres. Et mes chers amis, il faudrait examiner ce qui semble vrai à ces 100 000 autres, qu'on n'appelle pas fous, voir les spectacles qui donnent leur accord, fruit de leur logique, fine fleur de logique, étant enfant, la lune dont les pluies me semblaient vraies. Et combien d'autres choses encore me semblaient vraies. Je croyais à tout ce qu'on me disait, et j'étais heureux. Malheur, oui, malheur, si vous ne vous cramponnez pas de toutes vos forces à ce qui vous semble vrai aujourd'hui, à ce qui vous semblera vrai demain, même si c'est le contraire de ce qui hier vous semblait vrai. Malheur si vous allez, comme moi, jusqu'au fond de cette chose terrible qui est elle. Se trouver à côté d'un autre être, regarder ses yeux, comme un jour j'ai regardé certains yeux, et se sentir pareil à un mendiant devant une porte, qui jamais ne s'ouvrira pour le laisser passer. Celui qui entrera, ce ne sera jamais vous, avec l'univers que vous portez en vous, tel que vous le voyez et vous le touchez. Ce sera quelqu'un d'inconnu de vous, conforme à celui que cet autre être dans son univers impénétrable croit voir et toucher en vous. Mais alors, après vous écoutons, nous allons conclure que nous sommes fous. C'est nous maintenant qui sommes les fous. Apparemment. À moi. Pirandello. On revient avec Ça avance. à Saint-Mélagie. On pleure. Pour un rien. Pour ne pas rire. Pour ne pas rire et peu à peu, une vraie tristesse nous gagne. Tout ce que j'aurais pu aider, sauver,
ils sortaient de tous les coins. Mais réfléchissez! Réfléchissez! Vous êtes sur terre, c'est sans remède. Allez-vous-en et aimez-vous. Léchez-vous les uns les autres. Quand ce n'était pas du pain, c'était du millefeuille. Foutez-moi le camp, retournez à vos partouzes. Tout ça. Même pas un vrai chien. La fin est dans le commencement et cependant, on continue. Je pourrais peut-être continuer mon histoire, la finir et en commencer une autre. Je pourrais peut-être me jeter par terre, enfoncer mes ongles dans les rainures et me traîner en avant à la force du poignet. Ce sera la fin et je me demanderai ce qui a bien pu l'amener. Et je me demanderai ce qui a bien pu. Pourquoi elle a tant tardé? Je serai là, dans le vieux refuge, seul, comme le silence et l'inertie. Ce sera fait du son et du mouvement. J'aurais appelé mon père et j'aurais appelé mon fils et même 2 fois, 3 fois, au cas où il n'aurait pas entendu, à la première ou à la seconde. Je me dirais, il reviendra. Et puis, toutes sortes de fantaisies. Qu'on me surveille, un rat, des pas, des yeux, le souffle qu'on retient, et puis parler, vite, des mots, comme l'enfant solitaire qui se met en plusieurs, 2, 3, pour être ensemble et parler ensemble, dans la nuit, instant sur instant, plouf, plouf, comme les grains de mil de ce vieux grec. Et toute la vie, on attend que ça vous fasse une vie. Rémi? Tiens. Ni loin, ni mort. On m'a dit, mais c'est ça, l'amour. Mais si, mais si, crois-moi, tu vois bien Ridicule. que c'est facile. On m'a dit, mais c'est ça, l'amitié. Mais si, mais si. Je t'assure, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. On m'a dit, c'est là, arrête-toi,
relève la tête et regarde cette splendeur, cet ordre. On m'a dit, allons, tu n'es pas une bête, pense à ces choses-là, et tu verras comme tout devient clair et simple. Tous ces blessés à mort, avec quelle science on les soigne. Assez! Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu arrives à souffrir mieux, si tu veux qu'on se lasse de te punir. Un jour. Je me dis, quelquefois, Clove, il faut que tu sois là, mieux que ça, si tu veux qu'on te laisse partir un jour. Mais je me sens trop vieux et trop loin pour pouvoir former de nouvelles habitudes. Bon, ça ne finira donc jamais. Je ne comprends pas. Ça meurt ou c'est moi? Je ne comprends pas. Ça non plus. Je le demande aux mots qui restent. Sommeil, réveil, soir, matin. Et ils ne savent rien me dire. J'ouvre la porte du cabanon et je m'en vais. Je suis si voûté que je ne vois que mes pieds. Si j'ouvre les yeux. Et entre mes jambes, un peu de poussière noirâtre. Je me dis que la terre s'est éteinte. Quoique je ne l'ai jamais vue allumer. Ça va tout seul. Quand je tomberai, je pleurerai de plaisir et de bonheur. À partir de quel moment on peut considérer qu'une œuvre serait absurde, serait surréaliste, serait... Pour les œuvres, je dirais, du XXIe siècle, pour ces nouveaux écrits. Est-ce des écrits? Qu'est-ce que c'est? Si c'est le regardeur qui va faire l'œuvre, je vais donc vous laisser maître de pouvoir répondre à cette question et vous lire un extrait de correspondance qui a été faite en avril 2014 de cette année, une longue correspondance entre Lyon, Moscou, Marseille, Aix, et qui s'est achevée il y a quelques semaines. Cheval, donc, ce soir. T'es pas à l'école? J'ai terminé ma journée à 14h. Je viens de finir mes devoirs à la maison. Promis, je ne suis pas allée fumer avec les copains. Tant que tu te piques pas aux hormones de cheval, c'est le principal, mon fils. Ce n'est ni incestueux ni zoophile. Autant pour moi. J'avais juste lu Cheval et mon fils. C'est de l'art plutôt. Oedipe était un artiste. Mais non, voyons. La performance, d'art orienté objet, made has living me. C'est une sorte d'Oedipe, contemporain à la sauce chimiste. D'accord, on est donc nous deux, avec un cheval et une seringue. Et tout ça, c'est artistique. Oui, le monde est devenu fou avec cette histoire de génétique. À force de nous chercher nous-mêmes, on va chercher ailleurs, voir si l'on n'y est pas. Ou c'est simplement que, par télépathie, on s'est dit qu'on aimerait tellement avoir un cheval ensemble et une seringue, et faire en sorte que tu sois ma mère. Rajoutons 2 verres de kir, et le tour est joué. Oui, parce que pour être avec moi, il faut être bourré. Par contre, avec un cheval et une seringue, il faut avoir l'esprit sain. Je trouvais que ça sied bien au paysage, c'est tout. L'utile, le nécessaire. C'est quoi, le nécessaire, du coup? Le paysage,
sinon on ne peut rien y mettre dedans. Et moi, je suis un peu nécessaire aussi. Tant et bien sûr, le paysage n'a pas forcément besoin d'être là. On le crée, ce paysage. Non, tu as raison, je suis seule nécessité. Oui, mais ce paysage, tu ne peux pas le créer tout seul. Je rajoute du superflu si tu veux, je connais bien le superflu. Ça permet d'aller à l'essentiel. Le superflu, entre autres. Tout dépend de celui qui regarde. Tu pouvais pas mieux dire. Tu veux créer un paysage avec moi? Pourquoi pas? On passerait notre temps à se courir après. Dans le paysage ou dans les coulisses? Dans le paysage, pour savoir si la dernière trouvaille correspond à l'autre. Dans le vide alors, pour l'instant. C'est très métaphorique, mais oui. Comment faire un vide d'un plein, d'après toi? Tu vas me le dire. Je sais pas, j'avais écrit un texte, où le vide lui-même devenait un plein. Ça dépend aussi de ce qui est vide. Voilà, c'est toute la question. Le néant, par définition, ne peut pas se remplir. Si on part du néant, c'est une perte claire. Mais là, mon vide, tu sais, mon état de suspension prenait une dimension photographique, et donc pleine, car il pouvait être décrit. Les mots prenaient donc la place du néant. Ça veut dire que les mots se suffiraient à eux-mêmes, mais ils n'auraient plus rien à décrire. Si on était effectivement tous les deux pour ce travail, ce serait plus simple. Et si on devait se courir après sans arrêt, ce serait justement pour remplir ce vide. Mais en fait, voilà. Voilà, non, je ne veux pas de remake de Samuel Beckett. Passer son temps à se courir après quelqu'un vous espérez remplir ce vide, après quelqu'un qu'on ne connaît pas, en l'occurrence l'un l'autre, dans la situation imaginée, ce serait un peu s'offrir l'illusion de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. La vie, quoi. C'est bien ça. La vie dans toute sa plénitude. Dans ce cas, il faut bien que je sois nécessaire au paysage aussi, non? Parce que te courir après toi-même, il y a des risques de tourner en rond. Mais te courir après, ça peut être une perte de temps aussi. Certes, mais c'est plus difficile à appréhender. Et il vaut moins un petit peu d'espoir que pas du tout. Ça intègre d'autres dimensions. Ça permettrait de créer des émotions. Sans ça, on est perdu. On en mettrait un petit peu partout. On ne peut pas être les seuls à souffrir ou à être heureux. Tu veux dire que les émotions seraient comme des petits boutons qui volent dans l'air. Ils seraient visibles, comme des trous noirs en miniature. On en mettrait un peu partout dans les chenons, mais l'idée que tu as eue est géniale. Non, dans ce paysage, les gens auraient le choix d'appuyer dessus ou non, et advienne que pourra. Il faudrait qu'ils ressentent des émotions en amont pour pouvoir faire un tel choix. Qui ferait le choix de souffrir? Non. Je pense qu'il y en a qui choisiraient justement par naïveté, par curiosité, parce qu'il n'y a pas seulement de la souffrance dans ces trous. Ce serait les réduire à une sensation et à un espace temporel. Pour moi, la souffrance a toujours une dimension temporelle. Pas pour moi. Ah, dans ce cas, on pourrait mettre en place des ateliers de simulation d'émotions, pour pas que les gens se perdent. Dans les coulisses plutôt, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du paysage. Moi, je ferais que mettre des trucs qui te rendent heureuse. Ok, je sors. Ah, si seulement je le savais, je pourrais t'aider. Malheureusement, je n'en ai aucune idée. On aurait l'éternité aussi. Pas de base temporelle pour ce paysage, donc? Non, on n'a pas assez de temps pour vivre. C'est vrai. Je voudrais pouvoir attraper un bout de temps et le mettre dans une boîte qui resterait au fond de la salle. Un bout de temps vécu? Non, celui-là, je ne peux plus l'attraper. Et celui qui va venir, je veux le laisser flotter. Celui qui va venir t'attend. Il m'attend où? Toujours là où tu iras. C'est vrai, je ne l'avais pas vu en même temps, il ressemble à rien. C'est moche le temps. Le temps il fait boucher. Et je laisse tomber la place. Ah oui, il y a beaucoup de texte, hein. Non, en fait, voilà. Donc les lectures sont terminées et après on a fait un petit précis de l'art absurde que vous pouvez prendre sur la petite table guéridon que vous avez dehors, un polycope et on va voir un petit apéro ensemble. On va tout sortir en bas, donc on va nous laisser 3-4 minutes, on va tout sortir. Voilà.